Mesdames, Messieurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette webconférence organisée par VK TV et sur le thème de Green It, comment réduire l'impact environnemental du numérique, comment les collectivités territoriales tentent-elles de réduire l'impact environnemental du numérique. C'est une question qui n'occupe pas la une des journaux, mais qui mérite d'être de plus en plus posée, surtout depuis que l'empreinte carbone du numérique commence à être bien documentée sur un plan scientifique. Un rapport publié par l'INA en fin 2002 révélait en effet que le numérique avait été responsable de 2% du total des émissions de gaz à effet de serre et de CO2 en France en 2019. Une autre étude menée par l'ADEME et l'ARCEP assombrit un peu plus ce tableau, si j'ose dire, puisqu'elle établit que le numérique émet autant de CO2 que l'avion, soit 2,5% de l'empreinte carbone française, et que si rien ne change d'ici 2040, cette empreinte augmentera de 60% pour représenter 6,7% de l'empreinte carbone totale en France. Bref, il est grand temps et de se mobiliser et d'agir, et on va voir comment les choses se passent sur le terrain dans le cadre de cette web conférence organisée en partenariat avec l'UGAP et les interconnectés. L'UGAP, vous connaissez, c'est la seule centrale d'achat public généraliste nationale qui est un acteur spécifique de l'achat public dont l'activité globale s'élève à 5,56 milliards d'euros en 2021. Pour les interconnectés, ça a été créé en 2009 par la DCF, aujourd'hui Intercommunalité de France et France Urbaine. Et donc ce réseau des interconnectés a pour mission d'accompagner la transformation numérique des collectivités à travers des solutions concrètes fondées sur le partage, l'intelligence collective, la proximité de l'usager. Avant de vous présenter nos intervenants, je rappelle à tous nos internautes, et je sais que vous êtes particulièrement nombreux qui peuvent poser des questions sur le chat tout au long de cette émission, et donc de nous saisir en quelque sorte, ça nous permettra de prendre le pouls un peu de la manière dont vous ressentez les choses, avec une équipe de VK que je salue, Célie Fabiano et Isabelle Gariani sont derrière la vitre de ce studio pour, comment dirais-je, élaguer le flot des questions qui arrivera et qui me permettront donc de vous poser un certain nombre d'entre elles. Pour tester votre ressenti aussi, on a inventé un petit principe assez sympa, c'est de vous poser pendant cette émission deux mini-questions sondage pour voir un peu de quelle manière dans vos collectivités, parce qu'on a vu à la lecture du nombre d'inscrits qu'il y avait pas mal bien sûr de responsables dans les collectivités qui étaient derrière leur écran, de voir de quelle manière finalement vous avez vous-même intégré cette problématique dans la conduite de votre quotidien. Un replay aussi sera à votre disposition dans peu de temps et on ne manquera pas de vous en informer. Et ça y est, je me permets de vous présenter nos intervenants. Je remercie Patrick Chaise, sénateur de l'Ain, d'être présent. Chaise, bonjour monsieur le sénateur. Bonjour à tous. Bonjour, il a fait voter le 15 novembre 2021 la loi visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France, dite loi REEN. Il s'agit à vos yeux d'un texte fondateur, cher monsieur, et vous nous direz pourquoi. Céline Colucci, déléguée générale des interconnectés, j'en ai parlé tout à l'heure, et donc très au fait des avancées dans les collectivités territoriales sur le sujet. Alexandra Bastien, chef de produit informatique et télécom à l'UGAP, qui nous expliquera comment la centrale d'achat agit pour aider justement les collectivités à s'équiper en la matière. Pénélope Guy, représentante de la société APL Data Center. Caroline Zorn, qui va nous rejoindre sans doute un peu en retard, mais je ne doute pas que déjà, les élus sont très occupés en ce moment, forcément, mais je ne doute pas qu'elle va nous rejoindre, vice-présidente de l'Eurométropole, en charge entre autres de l'aménagement numérique et du numérique responsable, et en votre qualité aussi de conseillère municipale de Strasbourg, vous travaillez sur la gouvernance de la donnée, les tiers-lieux et l'inclusion numérique. Donc vous êtes la bonne personne pour participer à cette émission. Sophie Provost, merci d'être là. Sophie Provost, chef de projet numérique, responsable à Rennes Métropole et à la ville de Rennes de ce sujet. Patrick Chaise, on va commencer par vous, puisque vous êtes bien au fait effectivement de ce sujet. Le 15 novembre 2021, je le disais, vous avez fait en sorte que cette loi REEN sorte et soit portée sur les fonds baptismaux.
vous en êtes l'un des auteurs, c'est ça? Et vous pouvez nous dire en gros quels sont les grands axes de cette loi et en quoi elle est effectivement fondatrice. Alors, avec plaisir. Alors, tout d'abord, cette loi, c'est un texte qui a été issu d'un travail parlementaire, d'une mission parlementaire que j'ai présidée et qui avait pour objectif de faire un état des lieux de l'empreinte environnementale du numérique en France, puisque en fait, à cette époque, on avait constaté, c'était fin de 2019, qu'il n'existait aucun chiffre. Alors, vous avez cité un certain nombre de chiffres, effectivement, que je vais reprendre rapidement. Constate que c'est que 2% de l'empreinte environnementale, enfin, le numérique représente 2% de l'empreinte environnementale globale, que si on ne fait rien en 2040, c'est-à-dire assez rapidement, on sera à 7%, et que le trafic aérien est aujourd'hui, avant Covid, de 4,7%, c'est-à-dire dans l'intermédiaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en dessous de l'impact du trafic aérien, mais que si on ne fait rien, on sera largement au-dessus. Et pourquoi je parle du trafic aérien? C'est parce que dans l'esprit collectif, c'est quand même un secteur qui a toute son importance et qui est même montré du doigt pour beaucoup. Donc ce travail et ce constat, nous l'avons fait, et nous l'avons fait dans une période très complexe, puisque c'était novembre 2019, on a connu le premier confinement. Ce premier confinement a modifié, j'allais dire, le prisme qui était le nôtre des travaux initiaux, puisque très rapidement, les premiers constats, c'était de dire finalement il faut de la sobriété numérique et on va régler tous les problèmes. Évidemment que le 17 mars 2020, sobriété, c'était difficile d'en parler, puisque on a vu au contraire émerger des usages qui n'étaient pas du tout identifiés, et peut-être pas identifiables d'ailleurs, comme par exemple bien, les cours de primaire ou secondaire à la maison. Quelque chose qui n'avait pas été anticipé, pas vu et même pas attendu. Je rappelle quand même que cette période donc, de premier confinement a fait que les data transférées sur les réseaux ont été multipliées par 2 en 2 jours. Des conséquences très très fortes. Et puis, un contexte national qui faisait que pour la première fois, on avait quand même des anti-numériques qui fleurissaient ici ou là, et notamment avec l'arrivée de la 5G, qui donc a posé un certain nombre de difficultés et de questionnements, puisqu'on était dans un secteur avec un rejet tellement fort qu'on se disait, mais finalement, est-ce qu'il faut continuer à évoluer? Est-ce qu'il faut continuer à apporter des services et apporter des infrastructures en la matière? Donc, tout ça a déclenché ce travail et a donc permis d'établir un texte de loi, une proposition de loi dans un premier temps qui est devenue loi par la suite, en s'appuyant sur 4 axes principaux. Le premier axe, c'était de faire en sorte qu'on puisse apporter dans les programmes éducatifs de la sensibilisation sur donc, les effets du numérique, mais aussi donc, dans les programmes donc, plus évolués, notamment des écoles d'ingénieurs, pour faire en sorte que la notion d'éco-conception soit intégrée dès l'origine pour donc, avoir un effet vertueux. Le deuxième volet de nos travaux, c'était de mettre en évidence que le matériel, notamment les terminaux, avait un impact très fort sur l'impact global, puisqu'il représente 80% de l'impact global. Donc, le terminal en lui-même, avec un constat qui est quand même assez… Pour les non-spécialistes, monsieur le sénateur, le terminal, c'est les ordinateurs, les portables, c'est tout ce qui arrive au bout, quoi. Tout ce qui a un écran, en fait. Tout ce qui a un écran. Okay. Non, tablette, ordinateur, télévision, smartphone, etc. Okay. Donc, et ça pèse pour 80% de l'empreinte globale, sachant que la durée de vie de ces matériels est estimée aujourd'hui à 23 mois, et que pour fabriquer un smartphone, il faut extraire 200 kg de matière à la planète. Donc, en agissant sur ce point-là, eh bien, on peut bien sûr gagner très très vite sur l'impact environnemental. Autre élément par rapport à ce volet-là, c'est de travailler bien sûr sur l'obsolescence. On a une forme d'obsolescence, peut-être pas programmée, mais en tout cas bien poussée par les constructeurs, par les mises à jour.
Hein. On a tous vécu l'expérience de dire ça marche moins bien après la mise à jour qu'avant la mise à jour. Donc là, plusieurs propositions en fait dans la loi, je reviendrai peut-être plus en détail tout à l'heure, qui permettent en fait d'éviter ces obsolescences. Troisième volet, ça concerne les usages. Dans les usages, évidemment, c'est faire en sorte que les éditeurs de contenu soient là aussi moins gourmands sur les bandes passantes et adaptent leur contenu aux besoins de l'utilisateur. Aujourd'hui, on a une vraie difficulté sur les usages, c'est que finalement, l'éditeur de contenu a un réseau gratuit à sa disposition. Donc, il n'a pas forcément à se soucier, je dirais, des capacités de ce réseau et ni à investir sur son réseau. Et puis, le quatrième volet qui concerne les infrastructures, donc le réseau évidemment, mais particulièrement les data centers qui sont dans les infrastructures, la partie qui est la plus énergivore. Quel est le niveau finalement d'application directe de cette loi? Elle est sortie assez vite, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle s'applique, hein, vous me disiez quand on a échangé, et à tous les journalistes qui vous interrogent, qu'il n'y a que 4 décrets d'application, c'est ça qui mériterait de la rendre véritablement effective aujourd'hui, cette loi. Donc elle s'applique à tous les citoyens, à tous les opérateurs finalement du champ numérique. Bon, on sait ce que c'est entre le décalage entre la loi et sa mise en œuvre. Est-ce qu'il y a quelques petits signaux, cher monsieur le sénateur, qui vous laissent entendre que malgré tout, on va plutôt dans la bonne direction? Alors oui, vous avez effectivement tout dit. Cette loi qui comporte à peu près 25 articles n'a que 4 articles qui nécessitent des décrets d'application. C'est-à-dire que tous les autres articles sont d'application directe et immédiate. Donc dans les faits, il y a déjà effectivement des éléments concrets. Je veux pour preuve, par exemple, la signature de la part de l'ensemble des opérateurs télécommunications, signature d'une charte d'engagement sur l'environnement. Faire en sorte que dans toutes leurs démarches, dans toutes leurs actions, eh bien, le sujet environnemental soit donc intégré, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. On a aussi donc fait en sorte que dans les attributions de fréquences qui sont nécessaires, notamment en téléphonie mobile aux opérateurs, eh bien, le critère environnemental soit donc un des critères intégrés dans l'appel d'offres, hein, puisque c'est une forme d'enchère qui est engagée, pour que l'ARCEP, qui est l'organisme attributaire, fasse un choix qui intègre ce critère environnemental. Il y a des incitations fiscales, j'ai parlé des data centers tout à l'heure, qui sont mises en œuvre pour que les gestionnaires de data centers mettent en place des process qui évitent donc évidemment toute évacuation d'énergie fatale et donc fasse en sorte que les ouvrages soient vertueux d'un point de vue environnemental. Et il y a tout un tas de mesures de ce type-là hein, qui mais pas de contrainte véritable. Enfin, la loi s'impose à tout le monde, donc c'est une contrainte, mais on n'en est pas encore. Est-ce qu'il y a des horizons datés, en quelque sorte, fixes, qui disent que, je sais pas moi, à l'horizon de telle date, on pourra plus faire ça ou autre chose? Oui, tout à fait. Alors, il y a des horizons, hein, oui, bien sûr, qui sont intégrés dans le texte, assez rapide d'ailleurs. Je pense qu'autour de cette table, certains pourront aborder ce sujet, notamment sur le réemploi de matériel. Hein. Donc, il y a donc vraiment un axe très fort sur tout ce qui est réemploi, donc reconditionnement, pour justement faire en sorte de prolonger les durées de vie que j'évoquais et qui s'impose notamment aux collectivités dans un premier temps, parce que c'est par le biais des collectivités qu'on donne l'impulsion de beaucoup de sujets. D'accord. Justement, sur les collectivités, est-ce qu'il y a une approche catégorielle, en quelque sorte, de la loi qui s'adresse aux entreprises, aux particuliers, aux collectivités ou autres? Voilà. Est-ce que les collectivités auront
des rendez-vous plus particuliers dans la loi Rennes que d'autres? Tout à fait, tout à fait. Effectivement, les collectivités ont donc cette responsabilité d'exemplarité et donc ont donc des impositions plus fortes que pour des entreprises notamment. Hein, donc il y a une obligation dans les Quel genre? Vous avez un exemple précis qui… ouais, obligation de mise en place dans les appels d'offres, donc de réemploi et de faire en sorte que les matériels en fin de vie puissent être donc remises sur le marché et donc et une prolongation de leur durée de vie de façon certaine et obligatoire. Alors, il y a juste il y a forcément beaucoup de questions qui arrivent déjà, et je remercie les internautes, et j'irai en chercher de temps en temps, hein, comme ça permet de me soulager à moi, en quelque sorte. Mais David Sos nous dit, au-delà de la charte, comment et suivant quel rythme pourront être évalués les engagements des opérateurs. Malheureusement, j'ai passé un cap et j'ai fêté mon anniversaire il y a peu de temps. J'ai reçu des tas d'offres, cher monsieur le sénateur, et ce n'étaient pas des opérateurs, enfin, ou en tout cas des produits, des terminaux de réemploi. À l'évidence, il y a cette lutte en quelque sorte entre l'envie d'aller plus loin, de proposer des produits toujours plus fins, esthétiquement, technologiquement ou autre. Je pense que M. Sos parle de la même chose. Et très sincèrement, je vois mal à certains ados leur offrir des tables de réemploi ou de récupération. La sensibilisation, c'est un chantier énorme à mener. Oui, c'est un chantier énorme à mener, mais en fait, très franchement, je le dis avec un regard évidemment peut-être plus attentif égard aux travaux que j'ai menés, mais dans les 6 derniers mois, les 6 derniers mois, pour donner une échelle de temps qui est la plus honnête possible, on n'a jamais tant vu de publicité, de communication faite sur le réemploi. Alors, appliqué au monde du numérique, mais je veux dire, et pas que. Hein, c'est un secteur qui s'ouvre. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut qu'il s'organise aussi. La filière du réemploi, c'est une filière qui doit donc évidemment se structurer et qui doit donc faire en sorte que son modèle économique fonctionne. Donc il faut qu'il y ait à la fois de l'offre et de la demande. C'est-à-dire qu'il faut que ces filières puissent récupérer des matériels usagés dans de bonnes conditions, qu'elles puissent donc les retravailler et qu'elles puissent les remettre sur le marché avec une filière donc encore une fois organisée, sans être trop pénalisée. Dans le débat d'ailleurs, je ne vais pas en faire un point dur, mais je signale quand même dans le débat qui a été autour de mon texte, il y a eu un vrai sujet, notamment sur la redevance copie privée, qui est une redevance qui est donc perçue par le monde de la culture sur tous les éléments de stockage. Donc, on avait, nous, prévu au départ d'exempter cette redevance pour ces matériels reconditionnés. Bon, ça n'a pas été le cas au final dans le débat, mais je pense qu'il faudra qu'on y revienne pour, encore une fois, donner des éléments les plus pertinents possibles et les plus économiquement rentables à cette filière si on veut qu'elle se développe. Une filière d'ailleurs qui se constitue aussi autour de la loi AGEC. Je suppose qu'il y a des convergences entre la loi Rennes et la loi AGEC sur les circuits courts, le réemploi, etc. On est bien d'accord. Hein, on est exactement dans le même état d'esprit, effectivement. Donc, c'est une application concrète de la loi AGEC. D'accord. Et on verra de quelle manière tout à l'heure avec Alexandra Bastien de l'UGAP, tout ça s'organise justement dans la formulation et avec Sophie Provost aussi de Rennes Métropole dans la formulation des marchés publics. Comment une collectivité peut être très très vigilante là-dessus. Il y a quelques remarques. Il y a Madame Lédier qui demande si on pouvait avoir les références précises de la loi en question. On ne manquera pas, mais je lui conseille d'aller voir sur Légifrance par exemple, qui fait autorité et donc en tapant sur son moteur de recherche favori la loi Rennes, mais voilà. Hein, donc il y a cet aspect. Est-ce que, Monsieur Chasse, une dernière petite question pour une réponse assez courte. Est-ce qu'il faudra revenir sur cette loi? Il y a un volet 2 qui est en préparation, à votre avis?
Alors, il n'y a pas un volet 2 en préparation, mais moi, je suis conscient que cette loi a ses imperfections. Elle a le mérite d'exister, elle a le mérite de fixer, je dirais, les fondations du sujet. Je précise d'ailleurs que cette loi, ce texte de loi, est le premier texte à l'échelle européenne, voire mondiale, qui traite de ce sujet. C'est-à-dire la première fois qu'un texte législatif aborde le sujet de l'empreinte environnementale du numérique en France, mais je vais dire aussi partout dans le monde. Et donc, globalement, dans le temps, je suis convaincu que à l'échelle européenne, ce sujet va s'inviter dans les débats et va donc faire en sorte qu'il puisse se compléter et donc s'améliorer pour faire en sorte que le sujet, donc encore une fois, soit porté et soit largement porté. Très bien. Merci, M. Chaise, pour cette... Je pourrais vous donner les références du texte. Oui, mais on les donnera, il n'y a aucun souci. Et puis, je pense qu'elles se trouvent assez facilement, quand même, malgré tout, sur Internet. Mais je voulais préciser que, voilà, il y a des... Journal officiel numéro 266 du 15 novembre 2021. Voilà. 16 novembre. Voilà. Merci à vous. Restez avec nous. On reviendra certainement avec vous avant la fin de cette émission pour vous poser une nouvelle question. Céline Colucci, quand des interconnectés, donc merci madame d'être là. Avant de présenter en 2 mots, mieux que je ne le ferai, effectivement, l'importance du réseau dont vous êtes la directrice, ce qu'a dit le sénateur, c'est... Il parle d'un texte fondateur, c'est un bon point de départ pour les collectivités, pour travailler cette loi REEN. Bonjour à tous, merci de cette invitation à m'exprimer sur le sujet et les collectivités présentes compléteront évidemment. Oui, monsieur le sénateur, merci de cette présentation et puis comme on le disait un tout petit peu avant le démarrage, je pense que cette impulsion qui est donnée par la loi est intéressante parce qu'évidemment un certain nombre de collectivités et d'acteurs privés également avaient déjà pris conscience de ces enjeux. Mais le fait d'avoir un texte tel que celui-ci permet effectivement d'accentuer l'attention et de fixer des jalons. Donc, ça permet vraiment de se donner des ambitions, de se donner des perspectives et de faire prendre conscience peut-être de manière plus rapide aux uns et aux autres de l'importance de relier ces thématiques qui apparaissaient un peu de manière épisodique, d'un côté sur le matériel et les lois sur le recyclage, le réemploi qui existaient déjà, d'un autre côté sur attention à la sobriété numérique qui commençait à émerger dans différents rapports, mais on ne faisait pas forcément le lien entre les différents aspects. Et je trouve que notamment toute la partie sur l'incitation à mettre en place une stratégie, à mettre en place des feuilles de route qui est aussi dans les jalons de la loi. Donc l'idée c'est d'avoir une feuille de route, un état des lieux en 2023 et une stratégie en 2025. Ça inscrit en fait aussi cette logique dans une logique globale, une logique politique, une logique stratégique. Et pour nous, ça nous paraît extrêmement positif puisqu'il faut relier les différents aspects entre eux. Voilà. Alors, juste peut-être même Colucci, pour que les gens sachent bien exactement d'où vous parlez, un petit mot sur les interconnectés. Avec plaisir, oui. Donc, on est une association qui a été fondée en 2009. Vous l'avez dit rapidement en introduction, notre particularité, c'est d'avoir été fondée par 2 associations d'élus, que sont Intercommunalité de France et France Urbaine. Et notre mission est de mettre le numérique au service des politiques publiques. On fait ça comment? Très rapidement. Donc, on a une commission numérique qui porte donc la voix des élus, maires, présidents, vice-présidents en charge de ces questions. Des groupes de travail qu'on appelle des territoires prod qui accompagnent de manière collective les collectivités dans la mise en œuvre de ces transformations numériques. Et puis enfin, 10 événements par an qui nous permettent de venir vraiment à l'écoute des territoires. Donc, on a 9 étapes régionales qu'on co-construit avec les villes d'accueil et un forum national qui a lieu au mois de mars chaque année qui nous permet vraiment de faire la synthèse des enjeux des collectivités puisqu'on a aussi un rôle de porte-voix finalement des territoires dans le cadre des instances de concertation avec l'État notamment. D'accord. Vous avez donné un calendrier de déploiement en quelque sorte de la loi REEN. Est-ce qu'on peut avoir une évaluation du nombre de collectivités finalement qui commencent à s'y pencher sérieusement, on va voir avec REEN tout à l'heure, et y être même peut-être même en avance, et d'autres qui n'ont
pas compris qu'il fallait réellement s'y mettre. Voilà. Est-ce que la prise de conscience de l'endroit où vous êtes, hein, bien sûr, vous paraît être réelle? Alors, je crois que la prise de conscience est réelle. Elle est donc un certain nombre de territoires effectivement ont été précurseurs. Hein. Je pense à la ville, l'agglomération de La Rochelle, par exemple, avec qui on a beaucoup travaillé au début, qui avait déjà mis en place un certain nombre de mesures. D'autres avaient déjà pris conscience de ces enjeux dans le cadre des différentes stratégies de réduction de leur empreinte carbone globale ou de leur plan climat, hein, puisque c'est quelque chose qui existe dans les collectivités depuis longtemps. Néanmoins, je pense que cette prise de conscience sur ce numérique sobre, responsable, je reviendrai sur la notion de numérique responsable pour nous, s'est beaucoup accéléré dans les 2 dernières années, on va dire. Et les nouveaux exécutifs qui ont pris leurs fonctions suite aux dernières élections locales ont aussi renforcé cette prise de conscience. Nous, très concrètement, par exemple, on a monté un groupe, enfin, il y a eu une prise de position de la commission numérique, donc du côté des élus, et son correspondant côté agent dans le cadre d'un groupe de travail à partir de 2020. Donc, vous voyez, c'est relativement récent, mais on voit une vraie accélération, une vraie adhésion aussi des collectivités à ce sujet et une vraie envie d'y aller. Alors après, ce n'est pas toujours évident de savoir par où commencer. Hein. En général, les collectivités se disent finalement, c'est très complexe, il y a beaucoup de choses. Quelle est la part de l'usage, quelle est la part du matériel, comment je fais pour être vertueux en la matière. Et en l'occurrence, le fait d'avoir une loi, ça donne effectivement quelques jalons. Vous l'avez dit, monsieur le sénateur, le matériel, c'est le premier élément extrêmement fort et le premier levier qui est tout à fait facile à activer, entre guillemets. On s'est rendu compte, par exemple, que dans l'achat public, il y avait un certain nombre de collectivités qui avaient pris l'habitude de renouveler de manière automatique des flottes de téléphones, des flottes d'ordinateurs, sans forcément vérifier que le matériel n'était plus en état de marche. Donc là, ça permet de prendre conscience de choses toutes simples comme ça qu'on peut modifier. Nous, on a beaucoup exploré tous les leviers avec nos groupes de travail qui sont activables en interne. Et c'est vrai que voilà, il y a au niveau de la DSI, au niveau des services communication, au niveau des différents services en général, il y a cette prise de conscience qui est faisable. Et puis, on voit des bonnes pratiques entre les acteurs du numérique, les acteurs de l'achat, les interlocuteurs de la partie climatique ou du plan climat, par exemple, dans les collectivités, qui dialoguent ensemble et qui réussissent du coup à avoir des effets leviers importants. Est-ce que la sobriété, oui. pardon, est-ce que la sobriété numérique, effectivement, je vous invite les unes et les autres à vous rendre sur le site des interconnectés. Hein, je crois qu'il y a une charte sur le numérique responsable publiée par les interconnectés. Je pense sur même Colucci. Est-ce qu'il n'y a pas, non pas un paradoxe, mais finalement à essayer de chercher une sobriété numérique tout en essayant de promouvoir dans les territoires un maximum de solutions qui passent effectivement par le numérique. Comment concilier ces deux pôles qui paraissent un peu antagoniques en quelque sorte? Alors évidemment, il peut y avoir un petit côté schizophrène sur ces éléments-là. En réalité, ça l'est moins que ce qu'on peut imaginer. En réalité, donc pour resituer un petit peu le cadre dans lequel on est, cette question de la sobriété numérique aux interconnectés a été un élément donc, qui a été fortement pris en compte, mais on n'a pas voulu, et la commission numérique a été très claire là-dessus, donc là les élus, sur leur point de vue stratégique, ont voulu vraiment, dans le cadre du manifeste pour des territoires numériques responsables que nous avons publié il y a maintenant en mars 2021, l'idée c'était vraiment de dire, attention, quelle est la vision du numérique qu'on peut avoir aujourd'hui quand on est en responsabilité dans le domaine public. Et là, l'attention a été portée à lier la question de la sobriété aux questions d'inclusion numérique. On ne veut pas, ce qu'on appelle le numérique responsable, c'est vraiment le fait de mettre ensemble ces injonctions complémentaires. Donc, l'idée de départ, c'est de dire le numérique, effectivement, est un levier qui peut être utile pour améliorer les services publics, pour être plus réactif, pour pouvoir apporter des services complémentaires, mais il n'est viable que s'il est utile. Donc, cette notion d'utilité, c'est effectivement ne pas mettre du numérique quand on n'est pas quand il n'y a pas une véritable utilité derrière. Le
numérique gadget est évidemment à éviter à tout prix. Et d'autre part, on fait en sorte de le mettre en œuvre dans une logique inclusive. Donc, on veille à ce que les citoyens, quels qu'ils soient, puissent avoir des solutions alternatives ou puissent être accompagnés à l'utiliser et soient accompagnés à monter en compétences. Et puis, on veille à ce qu'ils puissent être sobres. Et donc là, il y a un certain nombre de mesures, hein, on l'a dit, sur le renouvellement du matériel, sur le réemploi, la réparation. On a tous les leviers aussi de l'éco-conception. Et puis, il se trouve que l'éco-conception, c'est doublement vertueux, parce que quand c'est éco-conçu, en général, c'est plus simple, donc aussi plus inclusif. Donc, comme ça, on fait d'une pierre deux coups, puis on respecte en plus les obligations portées par la CNIL. Donc, on peut vraiment faire d'une pierre trois coups, là, en l'occurrence. Donc, c'est pas mal. Et puis, voilà, on peut décliner de cette manière-là. Et puis, il y a un autre volet aussi qui est important, c'est le côté éthique du numérique. Ça permet aussi d'être dans ce rapport de confiance que les citoyens veulent de plus en plus dans le cadre de cette évolution et qui nous paraît extrêmement positif. Et il faudra effectivement une montée en puissance, comment dirais-je, une forme de, oui, de citoyenneté numérique dans ce pays, parce que Patrick Chaise citait l'exemple de ces jeunes qui marchaient contre le réchauffement climatique, enfin, dans les marches contre pour une meilleure planète en quelque sorte ou autre, et qui se filmaient en même temps, sur des WhatsApp en direct, etc. Et donc activer malgré eux, bien entendu, ce réchauffement. Voilà. Donc il y a un positionnement sans doute à un moment ou à un autre à trouver. Alors il y a des tas de questions qui arrivent. Je pose immédiatement celle de David Sos et mesdames, Guy, Bastien et Provost, n'hésitez pas à parler avant, mais comme il y a un flux de questions, si jamais vous voulez réagir, il y a aucun problème. Monsieur Sos repose une question, pose la question, est-ce qu'on parle ici des fameuses Smart Cities, hein, qui sont ces villes qui facilitent finalement la circulation, la vie des citoyens. Est-ce que, un petit mot peut-être, Mme Colucci, là-dessus, sur sobriété numérique, Smart City ou d'autres personnes? Alors évidemment, oui, nous, on inclut les notions de Smart City dans ces logiques de sobriété numérique, donc avec les mêmes logiques de se dire finalement à quel endroit c'est utile de mettre en place peut-être des capteurs, de faire de la remontée d'informations pour aider la décision, pour pouvoir avoir cette intelligence. En fait, elle naît de l'analyse des données pour pouvoir faire des choix utiles. C'est ça l'idée principale, c'est pas forcément de mettre des gadgets numériques partout. Donc ça, c'est le premier élément. Et d'autre part, c'est aussi de choisir les bonnes technologies qui elles-mêmes doivent être sobres dans le choix qui sont opérés. Typiquement, quand on parle par exemple d'objets connectés, on n'a pas forcément besoin d'un réseau extrêmement consommateur pour pouvoir transmettre des informations qui sont des micro-informations très légères. Donc, on va utiliser un réseau différent qui ne sera pas celui de la 5G, par exemple. Donc voilà, on a toute une série de choix comme ça qui sont faits, mais c'est vrai que ça change quand même la perspective de départ, où on est moins dans cette idée de dire « Ah, le numérique va permettre par défaut d'apporter du plus et puis on verra bien et puis on va toujours sur la nouvelle technologie la plus avancée ». On va plutôt faire des choix éclairés en se disant à quel endroit c'est utile, jusqu'où j'ai besoin de prendre telle ou telle technologie, jusqu'où j'ai besoin de collecter des informations. Sur la donnée, par exemple, on a un certain nombre de chartes, je pense à Nantes notamment, qui a adopté ces chartes de partage des données territoriales, qui très tôt a mis aussi des conditions de dire on ne collecte que les données dont on sait qu'elles vont être utiles, on ne collecte pas par défaut tout ce qui est possible et on verra si on s'en sert demain. Donc, vous voyez, en termes de prise de conscience, je pense que c'est quelque chose d'assez profond. Alors, ce que je vous propose, c'est de poursuivre et d'achever en quelque sorte le tour de table numérique, puisque vous êtes à distance, monsieur et mesdames. Donc voilà, et puis parce qu'il y a pas mal de questions qui arrivent, et on se fera un dernier temps où on prendra toutes les questions. Elles sont toutes pertinentes les unes et les autres, et comme ça, tout le monde aura la possibilité de dire un peu ce qu'il en pense. Alexandra Bastien de l'UGAP, donc peut-être nous dire de quelle manière ce que le sénateur Chaise et Mme Colucci viennent de dire percute en quelque sorte votre travail aujourd'hui. Est-ce que vous sentez une montée en puissance chez les collectivités de cette préoccupation?
Oui, alors bonjour à tous. Peut-être brièvement pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, je vais juste rappeler 2-3 petites choses sur l'UGAP, donc acteur majeur de l'achat public et seule centrale d'achat généraliste. Donc, comme vous le disiez tout à l'heure, l'activité globale est de 5,56 milliards d'euros en 2021 et c'est du coup une centrale d'achat qui fonctionne en activité d'achat pour revente avec plus de 3200 marchés actifs. Ces clients sont des collectivités territoriales, des ministères, des administrations et des établissements publics de l'État, mais aussi du secteur social et de la santé. Et du coup, tous ces clients en fait, peuvent accéder à une offre de plus de 1,4 million de références grâce à un simple bon de commande, donc sans avoir à conclure de marché, ce qui est relativement simple. Et juste pour compléter également, je voulais préciser que l'UGAP se distingue par son engagement RSE, puisqu'en fait 86% de ces marchés comportent une disposition RSE par contre, pardon. Et l'UGAP est titulaire depuis 2013 du label Relations fournisseurs et achats responsables. Donc on est vraiment dans cet état d'esprit. Donc effectivement, pour répondre à votre question, je ferme la petite parenthèse. L'UGAP a bien pris conscience de l'impact du numérique. Et propose depuis peu en fait à l'ensemble des acteurs publics une offre Green IT ou informatique éco-responsable. Donc c'est une offre de produits et services qui permettent en fait d'accompagner leurs clients, enfin les clients dans la transition numérique. Donc comme l'a rappelé Monsieur Chaise et Madame Colucci, diverses études ont identifié que les 2 tiers des impacts environnementaux proviennent des terminaux en grande partie lors de leur fabrication et le tiers proviennent des données publiques qui sont stockées dans les data centers. Face à ce constat, en fait, on a mis en place élaboré une offre en fait qui permet à ces acteurs publics d'agir sur 3 niveaux, donc sur les centres de données, sur les équipements IT et notamment les terminaux, mais aussi sur les services numériques en proposant de l'éco-conception. Donc on est vraiment sur ces 3 leviers-là qui ont été évoqués auparavant. Donc si on rentre brièvement, rapidement un petit peu plus dans le détail, en fait on a un premier pan de cette offre en fait qui permet d'améliorer la performance énergétique et la sobriété de son data center. Et là je laisserai Madame Guy développer un petit peu plus par la suite puisqu'elle est là. On a également un deuxième pan qui est plus sur les prestations intellectuelles informatiques et notamment sur les services numériques et la mise en place d'éco-conception et d'une stratégie numérique responsable. Et enfin, un troisième pan qui concerne plus les équipements IT et notamment les équipements reconditionnés. Donc, on a de la téléphonie et des copieurs reconditionnés, ce qui va permettre de répondre en partie à la loi AGEC qu'on évoquait tout à l'heure. Et puis, un deuxième aspect de ces équipements sur un audit d'impression, en fait, qui permet, quand on a un parc de copieurs, de faire un audit avant de le renouveler pour être sûr de limiter le nombre de copieurs dont on a vraiment besoin, donc limiter la consommation d'énergie et la consommation de papier. Donc, on est vraiment dans cette idée de numérique responsable et de sobriété numérique. Donc les entreprises se mettent au diapason. En gros, on trouve assez facilement aujourd'hui la possibilité de trouver justement des entreprises qui offrent des produits recyclés, Oui, à travers de nos marchés, on travaille avec des titulaires de marché qui proposent ces prestations-là ou ces matériels-là. Pour l'instant, en fait, les degrés de maturité, je pense, et peut-être de prise de conscience sont peut-être différents en fait d'une collectivité à l'autre ou d'un client à l'autre, mais effectivement, on sent qu'il y a vraiment une envie en fait et de partir dans ce domaine-là, enfin de mettre en place ce type de sobriété numérique et de répondre par là même aussi aux obligations et aux recommandations des lois AGEC et REN. Très bien. Donc Merci. ça se met en place petit à petit. Ça se met en place et donc le catalogue UGAP s'adapte au jour le jour, bien sûr, à cette offre qui s'élargit. On va justement aller voir Pénélope Di, qui est représentante de la société APL Data Center. Vous êtes responsable de l'offre numérique responsable au sein de cette société, que je vous propose peut-être de nous présenter en quelques mots avant de vous passer à la question. Très bien. Alors, APL Data Center existe depuis une 40aine d'années et accompagne ses clients dans la conception et la rénovation des data centers, des centres de données et des salles informatiques, alors du plus petit au plus gros data center.
Et dans ce cadre-là, APL a une mission qu'on appelle Organic Design, c'est vraiment penser le data center dans son environnement et dans l'environnement. Et c'est pour ça que depuis 3 ans, APL a un département numérique responsable que je représente aujourd'hui. Et vraiment, notre travail, c'est d'accompagner nos clients dans la réduction de l'impact de leur informatique, dont fait partie le centre de données, le data center. Et on est depuis une dizaine d'années titulaire de ces marchés auprès du GAP avec Atos notamment. D'accord. Est-ce qu'il y a un certain nombre d'obligations qui s'imposent à vous aujourd'hui? On sait qu'on parle souvent de data center, dans la, comment dirais-je, dans la furie médiatique, on cite souvent les data centers comme responsables de pas mal de mots, entre guillemets, bien sûr. Est-ce que vous, au contraire, vous avez la preuve et vous pouvez étayer que vous avez une approche qui peut être totalement responsable sur le plan numérique? Alors, c'est toujours un peu la schizophrénie ou le paradoxe dont on parlait tout à l'heure. Alors, le data center n'est pas le responsable de tous les mots dans l'informatique. On l'a vu tout à l'heure, on parle beaucoup des terminaux, mais ça fait partie du poids sur l'empreinte environnementale, le data center. Mais on doit travailler à le dimensionner pour ne pas qu'il ait plus de poids sur l'environnement. Mais aujourd'hui, on ne peut pas aller contre le développement des data centers. On a besoin d'en développer. C'est pour ça qu'on essaye de le penser, comme je le disais tout à l'heure, dans son environnement, de travailler sur ses consommations énergétiques, c'est d'identifier les impacts les plus importants pour les réduire. Comment ça se passe complètement? C'est-à-dire, ça passe par une phase d'analyse, donc je suppose, bien sûr. Quand vous parlez de ce que vous faites, est-ce que vous pouvez nous préciser un peu plus, nous faire entrer dans l'intimité dans le détail? Oui, alors, tout en restant abordable pour nous tous, bien sûr. Bien sûr, je vais essayer de rester abordable. En fait, le premier point, c'est de mesurer, savoir où on en est. C'est vraiment, on prône la mesure, c'est vraiment notre premier conseil, c'est mesurer pour savoir où on en est. Et pour la mesure, alors ça peut être mesurer l'empreinte carbone de son data center à un moment T. Ça peut être réaliser l'analyse du cycle de vie de son data center. Donc là, j'explique, c'est vraiment prendre en compte tout ce qui constitue le data center, la partie informatique et la partie non informatique, et d'étudier l'impact de la fabrication, de l'usage et du recyclage de tous ces éléments-là. Et grâce à nos outils de mesure et à nos consultants, on peut identifier les éléments les plus impactants. Et une fois qu'on a identifié ces éléments les plus impactants, on met en place des solutions pour les réduire, pour les diminuer. Ça peut être quoi, par exemple, l'élément le plus impactant? Dans notre quotidien, par exemple, à nous, est-ce qu'il y a un élément impactant dont vous parlez qui nous paraît familier, par exemple, qui nous paraît très familier? Alors, si je l'applique au data center, c'est la partie consommation énergétique la plus impactante. Donc, c'est pour ça qu'on réalise aussi des audits énergétiques pour aller identifier, ce qui consomme le plus et mettre en place des solutions. Si je fais le lien avec la loi Rennes, un des éléments qu'on peut mettre en place, c'est la valorisation de la chaleur fatale dans les data centers. Donc, juste pour expliquer, la chaleur fatale, c'est la chaleur dégagée par un équipement dont le fait de faire du chaud n'est pas la principale fonction. Et donc, cette chaleur n'est pas en principe récupérée. Et là, l'idée, c'est de proposer des solutions de récupération de cette chaleur pour optimiser la partie data center. Et vous me posiez la question au quotidien. Je pense qu'au quotidien, je crois que Mme Colucci et Mme Bastien l'ont bien expliqué, c'est notamment la partie éco-conception des services où utiliser plus longuement des terminaux, ça va permettre de réduire cet impact puisque c'est vrai qu'il se situe encore une fois beaucoup plus sur les terminaux que sur d'autres éléments. Est-ce que la loi AGEC, dont on parle beaucoup aussi dans le cadre de cette thématique, peut peser positivement dans ce que vous faites? Est-ce qu'elle impacte aussi les conseils que vous donnez à vos clients? Oui, alors elle nous impacte on va dire par deux biais. Déjà, elle a imposé à certains acteurs, notamment les fournisseurs d'accès, de faire de l'affichage environnemental. Et comme
comme je vous le disais tout à l'heure, nous, on préconise la mesure. Faire de l'affichage environnemental, c'est d'abord mesurer son service et après de proposer cet affichage environnemental. Donc, comme nous, on travaille sur ces sujets-là, ça nous a impacté parce que ça nous a permis de mettre en valeur les travaux sur lesquels on est et qu'on veut présenter. Et l'autre élément, c'est que ça a imposé aussi aux entreprises de réfléchir à la mesure et d'essayer de trouver des solutions. Il existe beaucoup de solutions de mesure aujourd'hui. Et la difficulté que peut-être nos clients ont, c'est il y a tellement d'outils de mesure qu'en fait, ils ne peuvent pas se comparer, ou un client ne peut pas comparer des services entre eux si on n'utilise pas les mêmes outils. Donc, on a besoin de référentiels, et c'est en ça aussi que la loi va nous aider à mettre en place des référentiels de mesure. D'accord, ok, très bien. Merci, Mme Guy, pour ces premières précisions. On reviendra vers vous, bien sûr, dans la suite du débat. On va terminer ce tour de table numérique, en espérant peut-être que Mme Zorn nous rejoindra un moment ou un autre, mais j'ai cru comprendre qu'elle était prise par une obligation. Hein, donc, c'est pas grave, on l'aura peut-être dans une autre web conférence. Mais on a avec vous, Sophie Provost, une représentante d'une collectivité. Donc, je retrouve chef de projet numérique responsable à Rennes Métropole et donc à la ville de Rennes. Nous expliquer peut-être, Madame Provost, en quelques mots, ce que vous faites. Alors, vous êtes la première métropole à avoir adopté une telle stratégie numérique allant vers plus de sobriété. Comment cette sobriété est conjuguée au quotidien dans votre collectivité et comment vous faites pour entraîner tout le monde, et vous allez nous donner le nombre d'agents qui sont visés, ça peut avoir un impact intéressant au final. Oui, bonjour à tous, merci pour cette invitation. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites effectivement depuis le début de la webconférence. Alors, c'est vrai que nous, on a la chance d'avoir un portage politique de nos deux élus, Pierre Janin à la ville de Rennes et Yann Huomé à la métropole, qui ont co-construit et travaillé ensemble, se sont emparés du sujet dès les élections locales et qui ont abouti à cette stratégie numérique pour un numérique responsable qui a été adoptée à l'unanimité en mars de cette année. Donc, c'est vrai qu'on a cette chance-là et cette dynamique-là. Cet engagement de la métropole et du territoire ne date pas d'hier pour autant, puisque en 2015, on avait déjà signé la charte verte et il y avait déjà des actions qui avaient été mises en place, notamment autour des moyens d'impression. Donc, entre 2018 et 2022, on a réduit de 50%, par exemple, nos moyens d'impression. Les autres actions sont notamment allonger la durée vie de nos équipements. Alors, c'est vrai qu'on est passé de 4 ans à 5 ans, on vise 6 ans. Il y a eu cette bascule liée à la pandémie qu'on a tous connue, donc en 2020, où notre parc a basculé plutôt sur des ordinateurs portables moins énergivores que des PC fixes. Et après, ce que disait aussi Pénélope est très vrai, c'est-à-dire que comment ça se passe aujourd'hui pour mettre en œuvre justement cette stratégie et ce besoin de référentiel commun. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'outils, c'est un sujet qui émerge. Donc, à la métropole, on a choisi d'adhérer à l'Institut numérique responsable pour justement pouvoir s'appuyer sur un référentiel et puis des communs pour pouvoir, comme le disait Pénélope, parfois se comparer ou échanger sur des indicateurs communs. C'est aussi un sujet qui est en construction et ces indicateurs-là, ils ne sont pas toujours accessibles. Donc, c'est vrai que ça, c'est un vrai sujet et les lois et l'évolution des lois pourront aussi, je pense, participer aussi, et nous aider. Quel type de commun, par exemple, donc cet institut numérique responsable, c'est ça, donc qui Oui. collecte et qui est un lieu de réflexion, hein, je suppose aussi. Donc voilà, quel type de commun, est-ce qu'il y a un exemple Alors oui, qui c'est une association et un think tank qui existe depuis quelques années, qui a été le fruit de partenariats, etc.,
qui aujourd'hui, donc qu'est-ce qui existe? Un référentiel qui permet d'avoir un même axe de réflexion avec des principes d'action et d'initiative, et puis des boîtes à outils également, autour notamment de l'accessibilité, de l'éco-conception, qui participent avec l'ADEME et puis la DINUM au partage des bonnes pratiques, notamment autour de l'achat responsable aussi, des bonnes pratiques pour les organisations. Donc, finalement, c'est un acteur qui permet aussi de centraliser et de sensibiliser et de cartographier un petit peu les bonnes pratiques. Après, pour répondre à votre question sur comment on fait pour emmener tout le monde, alors c'est beaucoup de communication. Donc, c'est vrai que nous, on essaie de travailler avec vraiment une équipe d'ambassadeurs et de personnes sensibilisées en interne. Donc, il y a eu des actions de formation. Combien de fonctionnaires déjà? Est-ce que d'agents? Vous pouvez le Alors, rappeler? sur la métropole, donc la métropole de Rennes, c'est 42 communes. Hein. On a 5300 agents entre la ville et la métropole. Et donc, ça regroupe 43 communes. Donc, il y a beaucoup d'agents aujourd'hui qui sont aussi sur le terrain. Donc, grosso modo, on a 4200 agents qui ont un poste numérique et puis 1500 qui sont plutôt des agents sur le terrain. Donc, voilà un petit peu le périmètre. Comment on fait pour emmener tous ces gens-là? Par des actions de communication autour de l'intranet, autour de webinaires, de sensibilisation. Il y a aussi un groupe qui s'est monté qu'on appelle Défi écologique, qui travaille aussi à vulgariser, à partager tous ces questionnements autour du climat et notamment du numérique. On forme justement, nous, côté donc la DSI dans laquelle je travaille est mutualisée Rennes et ville. Et on a choisi de former à la fresque du numérique une dizaine d'agents pour nous permettre aussi d'avoir cette prise de conscience de nos élus, de nos directions, de nos agents, mais aussi des citoyens du territoire sur l'impact matériel du numérique et effectivement, du coup, des actions qui peuvent être menées. Donc ça, c'est comment on emmène tout le monde. Sur l'impression, il y a eu des campagnes de communication imprime mieux, imprime moins, hein, quel paramétrage on peut faire. Donc, c'est vrai qu'il y a tout l'aspect matériel qui est très important parce que c'est le plus impactant et c'est là où on a le plus de solutions parce que c'est un sujet qui est identifié depuis pas mal d'années. Mais comment on accompagne les usages en interne? Nous, on a bénéficié aussi du plan France Relance qui nous a permis de recruter des conseillers numériques qui animent des ateliers tant pour nos agents en interne, pour les agents du territoire de la métropole, mais également auprès des citoyens sur les bons usages des services, les bons usages et le bon choix des équipements, et puis cette sensibilisation à l'impact aussi du numérique. Ça déborde les simples limites, en quelque sorte, et de la métropole et de la ville. Ça va aussi vers le grand public. C'est aussi une action qui est privilégiée, où ça demandera peut-être que ça mûrisse un petit peu avant de s'adresser quand même au grand public. Il faudra bien qu'on en parle à un moment ou à un autre aussi du grand public, parce qu'il n'y a pas que les agents. Voilà. Donc, Mais comme le disait Céline Colucci, c'est vrai que le numérique responsable, il y a vraiment trois piliers, environnemental, social, sociétal, avec aussi cette approche autour de l'éthique. Donc, on s'inscrit totalement, nous, dans ces trois piliers. Donc, on essaie d'être présent avec des actions. Finalement, c'est des actions qui sont aussi totalement liées et reliées et complémentaires, comme le disait Céline Colucci. Donc, on ne peut pas se passer finalement, on ne peut pas travailler que sur les équipements si on n'accompagne pas les usages, et accompagner les usages, c'est aussi travailler sur l'inclusion, sur l'éco-conception et le grand public. Donc, c'est vrai que nous, on ne dissocie pas ça. Comment j'ai perdu du coup le fil, la dernière question. Oui, non, on peut peut-être faire une petite incise vers justement le grand public, parce que juste par témoignage personnel, alors, on a bien compris qu'en allumant notre écran, ça n'arrivait pas par génie, que cette webconférence n'est pas le fruit d'un claquement de doigts ou autre, et qu'il y a un data qui est en train de chauffer quelque part pour qu'on puisse tous se parler et échanger, chatter, etc. On va voir les questions bientôt. Tout ça, on est bien d'accord. Mais il y a des choses plus surprenantes, par exemple le toilettage de nos mails, le fait de ne pas en envoyer systématiquement aucun. Alors c'est peut-être plus epsilonesque dans le poids en quelque sorte de la pollution numérique, mais j'ai l'impression, en tout cas pour le grand public, que je
m'accorde de représenter ici, que la pollution numérique ne figure pas parmi les grandes priorités, même pour ceux qui sont les plus engagés pour une planète plus respirable, etc. Donc, c'est intéressant finalement de produire un peu de sens, du guide, en quelque sorte, de bons conseils, pour qu'on ajoute, en quelque sorte, à la panoplie du bon citoyen, celle-là, quoi. Oui, alors du coup, je me permets de rebondir. Comme le disait Pénélope, une des premières actions, c'est la mesure. Mais finalement, la démarche, elle se fait vraiment en 5 étapes. Et la première, c'est la compréhension. Et là, le grand public, comme vous le disiez, Stéphane, n'a pas encore cette prise de conscience parce qu'on parle beaucoup des mails. Il faut savoir que les mails, c'est un peu une fausse bonne idée parce que l'impact est assez réduit alors que l'effort à produire va être assez énorme. Il vaut mieux garder son smartphone 4 ans au lieu de 2 et on sera plus vertueux en termes de numérique responsable. Donc, c'est vrai que dans le monde dans lequel on vit, ça va être important de mettre l'énergie au bon endroit pour avoir un impact maximum. Et pour ça, il va falloir bien comprendre de quoi on parle. Donc, il y a cette première étape de compréhension, que ça soit en interne à l'organisation, les parties prenantes, les citoyens. Donc, des actions de sensibilisation, des fresques qui émergent un peu beaucoup sur beaucoup de thèmes, mais notamment sur le numérique. Puis la mesure, comme le disait Pénélope, savoir d'où on part. Où est-ce qu'est l'impact finalement, quelles sont les actions prioritaires à mener. Et puis après ça, ça va être qu'est-ce qu'on peut éviter, hein. Finalement, l'empreinte carbone ou l'impact le meilleur qui soit, c'est celui qu'on va pas faire. Donc c'est l'équipement qu'on va pas acheter, etc., etc. Donc comment on peut éviter? Si on ne peut pas éviter, comment on peut réduire? Donc, en optimisant ses choix, en travaillant aux clauses aussi d'achat responsable, avec aussi ce souci d'égalité d'accès au marché qui sont les nôtres, hein, côté secteur public. Donc, éviter, réduire, et si on a fait le maximum de ce qu'on peut éviter, de ce qu'on peut réduire, comment on peut après compenser, parfois par des usages, etc. Donc, moi, j'aime bien garder en tête ces 5 actions et ces 5 étapes en fait de réflexion parce que ça permet de rien laisser de côté. On a parlé de réemploi. À Rennes, on a passé… Vous êtes voilà. très ambitieux. C'est une démarche itérative, donc c'est vrai qu'on l'a vu, hein, c'est une démarche qui est itérative. Je pense qu'on n'aura jamais atteint nos objectifs parce qu'on est dans une amélioration continue. Donc c'est vrai qu'il faut se fixer des ambitions. Le grand moment où on reçoit son nouvel ordinateur avec un large sourire, etc., c'est pas à Rennes Métropole qu'on le rencontrera, je plaisante bien sûr, mais parce qu'il y a effectivement un sillon très précis pour le réemploi. Donc vous visez, vous avez dit, la durée de vie. Il y a une action passionnante aussi sur les portables dont on parlait quand on avait oui, tout à fait. Cette webconférence. Là, ça va pas faire plaisir aussi aux smartphones ou autres producteurs, aux marques qui font ces outils indispensables dans notre existence. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces mesures un peu plus disruptives et très symboliques, Mme Provost? Oui, alors comme le disait monsieur le sénateur, hein, sur la durée de vie des équipements, c'est vraiment un des leviers les plus impactants. Donc, il y a tout le travail du réemploi qui est fait. Donc là, à côté ordinateur, on l'a vu, hein, durée de vie, réemploi, reconditionnement avec des partenariats sur le territoire. Et côté smartphone, oui, ce dont on parlait, c'était une expérimentation qu'on fait au sein des équipes autour du Fairphone. Donc, pour ceux qui nous écoutent, le Fairphone, c'est un des premiers modèle de smartphone qui est construit et développé avec une approche justement de numérique responsable, avec un indice de réparabilité au-dessus de la moyenne de ce qu'on peut connaître, avec une attention particulière sur la provenance et les conditions d'extraction et d'assemblage des métaux rares, etc., qui est un des impacts vraiment catastrophiques finalement de tous nos terminaux. Donc, c'est vrai que le Fairphone, c'est des appareils donc plus robustes, donc un petit peu plus gros que ce qu'on a l'habitude de voir, avec pas forcément les mêmes systèmes d'exploitation, mais qu'on peut garder 5-7 ans à minima, qui sont démontables et donc réparables. On peut commander les différentes pièces. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on travaille à expérimenter ces usages-là
Donc ça fait partie effectivement du type d'expérimentation qu'on mène. Fairphone, oui, faire comme finalement une approche plus juste de Voilà. comment Et on peut. combien de Fairphone à Rennes Métropole et à la ville de... Alors pas énormément encore parce que justement ils prennent plus de temps à être fabriqués. Hein. Il n'y a pas les mêmes stocks, mais on est, il me semble, entre une dizaine, une vingtaine, et on est sur un retour d'expérience avec des expérimentations côté élu, côté agent, côté directeur pour avoir aussi ce travail-là. C'est une entreprise locale qui les produit? Alors non, c'est pas local Fairphone, mais c'est une entreprise qui est de mémoire plutôt néerlandaise, hein, il me semble. Les personnes autour de la table pourront peut-être compléter leurs connaissances, mais c'est européen et avec cette approche-là. Alors, il y a 15 millions de portables, je crois, qui dorment dans les tiroirs ou autres, qui ne sont pas utilisés de nos foyers français. Et il y a donc cette idée aussi que vous avez, sur laquelle vous travaillez. On est déjà au-delà peut-être de la loi Rennes, ou voire on est très ambitieux de faire une double entrée, c'est ça, avec sa carte SIM privée, sa carte SIM publique, quand on travaille, donc on n'a pas à être dérangé. Et donc la possibilité de jouer sur les deux selon les appels et leur provenance. Alors, ça fait Donc, partie un seul des portable au lieu de deux. Ce qui est Voilà souvent la piste qu'on explore, puisqu'on a vu l'impact, on en a beaucoup parlé des terminaux, c'est de se dire aujourd'hui comment on peut peut-être avoir un seul téléphone, hein, parce qu'on est plusieurs à connaître ce double équipement, cette double dotation, tant personnelle que professionnelle, et notamment le smartphone. Et puis on a souligné l'impact du smartphone. Il est plus petit, mais il impacte énormément. Donc, avec cette logique peut-être d'avoir une double carte SIM qui permet d'avoir un seul équipement pour sa vie personnelle et professionnelle, et qui permet, puisqu'on parle aussi de l'inclusion, du droit à la déconnexion, de se dire voilà à quel moment je peux fermer la porte de mon bureau virtuel en disant c'est fini, et repasser sur ma vie personnelle, mais avec un seul terminal, avec un peu ce double espace virtuel numérique qui permettent du coup d'avoir un seul appareil, mais de gérer ce double emploi du temps finalement. très bien. Merci, Madame, pour cette intervention. Je vous propose de nous amuser, d'avoir un petit moment ludique, entre guillemets, avec ces questions sondages. Moi, j'adore toujours ces moments-là. Ça permet de relancer en quelque sorte un peu le débat. Alors, est-ce que je regarde Célie? Elle est prête, elle est toujours prête, Célie, c'est formidable. Donc, 2 questions. Je vous invite à y répondre. Votre organisation a-t-elle pris conscience de l'impact environnemental du numérique? Première, oui, non. Et si oui, a-t-elle déjà mis en place des actions pour un numérique plus responsable? On ne va pas tarder à y répondre, comme ça on commentera un petit peu, ce sera un petit ressenti. C'est un sondage qui n'est absolument pas scientifique, je rassure tout le monde, mais on va voir si sur le retour dans quelques secondes, ça parle en quelque sorte à tous nos invités. Puis après, on commencera à éplucher, effeuiller en quelque sorte le nombre de questions. Je remercie parce qu'il y a des questions d'une précision technique à laquelle j'espère nos intervenants pourront répondre. Est-ce qu'on a les réponses? Pas tout à fait encore, on attend un petit peu. Donc on va jouer. Alors là, c'est le début d'une thèse. Bravo Caroline Ledoux de nous avoir proposé cette question, et elle peut être uniquement, voilà, on va voir si on peut y répondre. Le cadre, je vous la lis, hein, le cadre méthodologique et normatif de l'évaluation de l'impact environnemental du numérique est fortement polarisé. En schématisant, on dispose en effet, de référentiels monocritères pour les data centers comme le GHG protocole, de normes très spécifiques pour lesquelles l'analyse du cycle de vie constitue la base de référence, mais bien que la méthode soit totalement développée, son applicabilité, Célie, tu peux ne pas bouger le temps que je lis le truc, parce que sinon je vais, son applicabilité est remise en question par le manque de données d'inventaire du cycle de vie, à disposition des acteurs et de la difficulté de collecte des informations nécessaires à l'inventaire tout au long de la chaîne de valeur. Ouais, c'est... Bravo, Caroline Ledoux, je ne sais pas ce qu'elle. On n'a que son nom, mais bon, très bien. À quand, il y a une question quand même, in fine, à quand une méthodologie commune avec des données d'inventaire du cycle de vie partagées, consolidées et à jour, qui permettrait à chaque acteur de mettre en œuvre les analyses cycle de vie selon les règles proposées? Qui s'y colle à cette question au niveau bac++, hein?
Moi, je pense avoir compris la question, donc bon, je vais essayer de répondre. Mais d'où ça vient, c'est ça. Allez-y, Non, Pénélope. je vais peut-être pas apporter une réponse à Madame Ledoux, mais expliquer que, essayer d'expliquer un petit peu aujourd'hui. En effet, on en parlait tout à l'heure, il y a beaucoup de méthodes. Il y a le GAG protocole, il y a la fameuse méthode ACV. On a besoin de référentiels communs. Nous-mêmes avons développé une base de données qui permettrait, qui peut être utilisée dans le cadre d'analyse de cycle de vie avec des facteurs environnementaux. Et l'ADEME mène des travaux pour justement, mène des travaux pour qu'on puisse avoir des méthodes, des méthodologies communes. Et en effet, il y a certaines données sur lesquelles on ne peut pas avoir plus d'informations, donc on prend souvent des hypothèses. Et donc, les travaux sont en cours. Celui sur le data center et cloud sera publié d'ici la fin de l'année. Sur la partie réseau et fournisseur d'accès Internet, c'est en cours et c'est bientôt publié également, puisque on le disait tout à l'heure, les fournisseurs d'accès Internet vont devoir faire de l'affichage environnemental et donc vont devoir avoir une méthode commune. Et donc ça, c'est les travaux de l'ADEME et on va les publier rapidement. Et il se trouve qu'APL intervient sur ces projets-là. C'est pour ça que j'ai plus ou moins, je sais pas de façon complètement complète compris la question, mais voilà, c'est en train d'arriver. Et sur la partie data center et cloud, si c'est ça qui intéresse Madame Ledoux, on est en train de terminer cette méthode et on est en train de chercher des entreprises pour tester ces méthodes. Donc, si elle intéresse, qu'elle n'hésite pas à faire partie des cas pilotes pour qu'on puisse tester ces méthodes. Et en effet, sur certaines données, on doit prendre des hypothèses. On n'a pas réponse à tout, mais au moins, si les hypothèses sont comprises, étayées, et que tout le monde utilise les mêmes méthodes, ça permet quand même d'aller un peu plus vers ces référentiels communs. Merci Pénélope Guy. J'espère que c'est un peu plus clair. Pour cette réponse. Entre-temps, vous savez, les résultats, on adore les résultats en ce moment. Hein. Donc, les pourcentages sont tombés. Et donc, alors, votre organisation a-t-elle pris conscience de l'impact environnemental du numérique? 71% oui. Donc, c'est plutôt... on peut les afficher peut-être même, c'est dit. Voilà, c'est formidable. Ah, c'est affiché même. On ne le voit pas, mais j'espère que les internautes le voient, il n'y a pas de souci. 71% oui, 29% non. Et la deuxième question, c'est oui, a-t-elle déjà mis en place des actions pour un numérique plus responsable? 53% oui, 47% non. Et donc, il faut être complet quand on parle d'un sondage. Il y a à peu près un électeur sur deux qui n'a pris part à ce vote-là. Monsieur le sénateur, c'est commentaire à chaud comme ça de ces résultats-là. Bon, la réaction à chaud, c'est dire que c'est assez conforme à ce qu'on pouvait attendre. C'est qu'aujourd'hui, on voit bien qu'on est dans les prémices et que même s'il y a la prise de conscience, il y a donc tout le travail finalement de culturation, mais aussi de mise en œuvre qui est en cours et qui doit donc déboucher dans les prochains mois, aux prochaines années, à ce que ce sujet soit au cœur de toutes les préoccupations. Donc, je trouve ça assez cohérent avec ce qu'on peut imaginer. C'est une coluchie, ça colle aussi avec ce que vous vivez au quotidien, aux interconnectés, aux remontées d'informations que vous avez? Oui, je pense que c'est assez en phase avec la réalité aujourd'hui. Hein. On le disait, une prise de conscience qui quand même se généralise de manière assez forte. Après, sur les modalités d'action, on l'a dit tout à l'heure, beaucoup s'inquiètent de se dire finalement comment je fais mon état des lieux, quel est le bon outil, quels sont les bons leviers pour mesurer aussi l'effort. Alors effectivement, Madame l'a précisé tout à l'heure, c'est encore en cours de construction, donc on n'a pas encore l'outil magique pour tous, mais on appuie la volonté d'aller vers ça et les travaux de l'ADEME qui ont été signalés notamment sont évidemment attendus par les acteurs. Nous, on a tendance à dire que de toute façon, il ne faut pas non plus attendre la méthode d'évaluation magique pour commencer à agir. On l'a dit ce matin à plusieurs niveaux. On peut déjà faire un état des lieux interne quand on est une collectivité pour voir déjà sur le matériel, les pratiques qu'on a et on arrive déjà à identifier des leviers d'action très rapides et commencer à rentrer dans l'action, quelle que soit la première action qu'on mène. On sait que c'est vertueux parce que ça va permettre
d'enclencher une procédure, de faire travailler les gens ensemble, de prendre conscience et d'avancer. Donc ça, c'est le premier élément. N'attendez pas, si on a un message à faire, n'attendez pas la méthode idéale de mesure. Allez-y déjà et les mesures vont arriver. Vraiment, par contre, on se joint à l'appel global pour dire que c'est important qu'on ait des outils communs pour qu'on puisse gagner du temps et pour qu'on puisse avancer tous ensemble, parce que ça, c'est extrêmement important. Peut-être une information qu'on peut donner aussi aux collectivités qui, comme voilà, 57% n'ont pas encore commencé parce que beaucoup se demandent par où commencer. Donc, premier élément, commencer par n'importe où, peu importe, c'est déjà bien. Deuxième élément, on est en train de travailler en complément finalement ce qu'on disait là sur ce manifeste pour des territoires numériques responsables, et Sophie l'a dit, c'est très approprié par différents territoires pour pouvoir le mettre en place selon les priorités de chacun. Et ça a été extrêmement bien pris en compte et pris en main par Rennes, la ville et Métropole ensemble. Et vraiment, je tiens à souligner le travail d'ailleurs des deux élus, hein, Pierre Janin et Yann Huomé, qui l'un en plus embarque toute la partie citoyenne, et ça c'est extrêmement important de pouvoir embarquer les citoyens, j'y reviendrai après. Et du côté de la métropole, il y a une préoccupation aussi à embarquer toutes les communes de la métropole, même les plus petites. Et je pense que ça aussi, c'est extrêmement vertueux de ne pas faire seul, mais vraiment d'essayer d'embarquer tout le monde. Et nous, on est en train de travailler là avec l'INR dont on parlait tout à l'heure, à pouvoir mettre en commun nos travaux, c'est-à-dire que nous, on avait déjà avancé sur une feuille de route numérique responsable un peu type qui pouvait inspirer les uns et les autres issus de nos 2 ans de travaux quasiment déjà. L'INR a ses référentiels et toute une série d'éléments aussi extrêmement factuels. Et ensemble, on est en train de travailler avec d'autres acteurs hein, qu'on a cités, la DINUM, l'ADEME, la Banque des Territoires nous suivra, etc., pour pouvoir publier un guide pour aider finalement les collectivités à y aller avec voilà, des bonnes pratiques de départ. Donc ça, je pense que c'est quand même en train de se structurer. Je voudrais juste dire un mot aussi sur une réaction peut-être sur la partie grand public. On aura besoin, et vous l'avez dit, chacun a des téléphones, des ordinateurs qui traînent chez soi, qui sont aussi non recyclés, non réutilisés. Et je pense qu'on aura besoin des opérateurs privés et notamment les fabricants de matériel, mais aussi les acteurs des télécoms qui sont souvent des interlocuteurs privilégiés, notamment pour le portable, pour pouvoir récupérer le matériel, le recycler de manière plus massive auprès du grand public, parce que là, c'est peut-être une des difficultés des collectivités. Elles ne peuvent pas non plus adresser ce recyclage-là, même si elles font un énorme travail et vraiment très, très important de sensibilisation et de montée en compétences globales. Céline Colucci, merci beaucoup. On va essayer de relever un petit défi. Il reste à peu près 20 minutes, voire un peu moins maintenant. Et il y a une dizaine de questions. Alors, donc, on va essayer de voir si on peut y répondre à toutes. Donc, je pose la question et puis quelqu'un s'auto-désigne en quelque sorte. Je regarde à la réaction. Donc, voilà, pour y répondre, peut-être celle-là est pour vous, monsieur le sénateur, mais d'autres peuvent y répondre au-delà c'est toujours David Soss, au-delà de la charte. Comment et suivre en quelque sorte les engagements des opérateurs, les évaluer? Est-ce qu'il y a des clauses de revoyure? Est-ce que on va les ausculter progressivement et régulièrement? Oui, alors en fait, il y aura plusieurs formules. Il y a d'abord l'ARCEP, hein, j'ai parlé de l'ARCEP tout à l'heure, qui est l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste, qui va vérifier que les engagements pris par les opérateurs sont bien respectés, donc notamment dans le cadre de l'attribution des licences, mais pas que, hein, donc dans toutes les fonctions et les relations qui existent entre les opérateurs et l'ARCEP. Mais j'allais dire, ça sera aussi le cas de tout à chacun. Hein, donc je pense que, et les opérateurs l'ont compris, que de toute façon, dans leur communication, le point environnemental prend de plus en plus d'importance et que par rapport aux consommateurs, il y a donc un public hein, qui va donc s'intéresser à ce critère-là. Donc, ce sera aux opérateurs de démontrer et de mettre en avant. Et on voit que ça commence déjà, encore une fois, à se faire dans certaines communications, à mettre en avant ce point-là pour faire en sorte de capter donc, un public qui est plus motivé, peut-être plus intéressé à ces questions. Qui veut répondre à la question de Claire Vaillant, très intéressante? Le matériel reconditionné n'est hélas pas accepté dans les projets soutenus par l'Europe, FEDER, REACT
EU notamment. Comment faire évoluer cette situation, souvent bloquante dans les projets? L'aspect européen qui serait bloquant, qui est au courant? Pas? Oui, on passe? Oui, je peux y répondre aussi. D'accord. En fait, effectivement, donc ça c'est un peu le problème quand on démarre trop vite. Ouais. Quand on démarre avant, c'est qu'il peut y avoir des incohérences avec donc, notamment ce qui se passe au niveau européen. Donc là, on est en train de travailler et de faire en sorte de sensibiliser l'Europe sur ces sujets-là et de faire en sorte que eh bien, ce verrou saute en fait. D'accord. Ok. Merci. Pour Mme Bastien, 100% des téléphones et copieurs achetés par l'UGAP sont-ils reconditionnés en quelque sorte? C'est la question qui est posée. Et est-ce que vous faites appel à l'ESS, à l'économie sociale et solidaire, dans votre catalogue? Alors 100% des copieurs et des téléphones, non. En fait, on a des copieurs reconditionnés, des téléphones reconditionnés et d'autres aussi qui ne le sont pas, qui sont neufs. Donc, on a les deux, mais on a possibilité effectivement d'avoir les deux. Et le recours à l'économie sociale et solidaire, alors là, On pourra répondre. Non. Voilà, c'est Mme Lefebvre qui a posé la question. Voilà, peut-être Mme Colucci qui lève la main, c'est très bien. Peut-être pour compléter sur cette partie-là, effectivement, il y a un enjeu assez fort à structurer des filières de réemploi, reconditionnement, réparation à l'échelle nationale et à l'échelle des territoires, parce que les collectivités y voient aussi une source d'emplois localisés. Et du coup, les acteurs de l'ESS sont invités à y participer. Donc, je pense que c'est là que vient le lien vers la question. Et donc, il y a un effort et une vraie dynamique locale. Par contre, on n'est pas en capacité aujourd'hui, et c'est un enjeu très fort, de pouvoir répondre localement aux enjeux, notamment les 20% qui sont rendus obligatoires par la loi. On sait qu'aujourd'hui, dans les filières structurées localement, on n'est pas en capacité de répondre à la masse qu'on devrait, enfin, au volume qu'on devrait produire. Donc là, il y a un vrai enjeu aussi de monter en puissance de ces filières et sur lesquelles je pense que les collectivités sont extrêmement volontaires. Donc, ne pas hésiter à travailler avec elles. Quels sont les enjeux du Green It en France à court, moyen et long terme? Par exemple, qui sont les acteurs les plus propices à décarboner leur numérique rapidement? L'IT for Green a-t-il un intérêt sur le court terme? Ne devrait-on pas pousser davantage les études prospectives sur le sujet, notamment pour mettre en avant les données consolidées et communes pour tous? C'est Camille Ledoux qui nous repose cette question. Sophie, peut-être? Vous étiez sur le point d'y aller, non? Ou pas? Non, je trouvais que c'était assez vaste. Les enjeux du Green IT, voilà, je ne saurais pas forcément y répondre. Après, je reprendrai peut-être ce que disait Céline Colucci, c'est que je pense que c'est important, comme on a vu, en fait, on avance en marchant sur cette thématique. Donc, je pense que c'est bien de passer à l'action en même temps qu'on fait des études, en même temps qu'on expérimente des méthodologies, en même temps qu'on construit des référentiels. Donc, je pense que il faut vraiment s'inscrire dans cette logique d'itération et d'amélioration continue. Ça me semble un peu un postulat de base, en fait, un état d'esprit à adopter. Après, sur l'aspect de la mesure et de l'IT for Green, savoir effectivement comment on peut utiliser le numérique au service de l'environnement. Céline en parlait un petit peu avec des capteurs, en utilisant effectivement des capteurs les plus sobres possibles, mais collecter la donnée la plus efficiente qui permette voilà, d'optimiser finalement la bonne gestion du service public, notamment de la qualité de l'air, de la 5G, ce genre de choses. En fait, c'est vrai que c'est un sujet qui est vaste et qui est poreux. Donc, je pense que c'est compliqué de faire l'un sans faire l'autre et c'est pour ça que finalement, c'est une démarche qui est aussi collective au sein de toutes les organisations. Voilà, je suis là, mais je représente finalement des services transversaux qui travaillent tous les jours main dans la main sur ces différents sujets qui touchent, on l'a vu, l'aménagement du territoire, la donnée, c'est un vrai sujet, la gouvernance, l'éthique, enfin, c'est assez vaste. Alors, je réponds pas tout à fait à la question de Madame Ledoux
Mais peut-être Céline, si tu veux compléter. Céline, mais alors, plus ramassé, même que Lucie, pour essayer de voir. Simplement pour dire qu'il y a aussi un appel des collectivités. Alors là, pour le coup, je suis un peu la représentante de la commission numérique ici, d'appeler finalement les acteurs de l'IT, les acteurs du numérique, à vraiment concentrer leurs efforts sur des actions qui sont au service de l'environnement. Donc, il y a un appel comme ça dans ce sens-là. Il y a un travail qui démarre, mais on n'y est pas encore. J'ai fait court. Bravo, félicitations. Une question relative aux aspects organisationnels. Comment se prennent les décisions et avec qui? Chaîne de décision, avec tous les acteurs politiques, économiques, éducatifs, associatifs, think tank, pour définir les critères, notamment d'utilité et d'inclusion du numérique. Est-ce que vous avez des exemples concrets de ces aspects organisationnels, en quelque sorte? Ou est-ce que vous avez compris la question? On pourra y répondre par écrit. C'est une possibilité, Céline me le confirme, si jamais, voilà. Donc, je pense qu'il y a plusieurs échelles. Enfin, je vois, nous, si je peux faire une courte réponse, c'est que nous, à l'échelle du territoire, on essaie de travailler à emmener donc les communes avec nous et on essaie de travailler aussi avec le département, avec la région, à structurer des choses. Donc, en fait, finalement, ça se fait un petit peu oui, le dans les deux diagnostic sens. global, il est fait de quelle manière? C'est ça, enfin, voilà, en quelque sorte, si j'ai bien compris. Pardon? Comment le diagnostic global se forme, en quelque sorte? Justement, dans le travail transversal et collectif, alors je parle pour les collectivités, mais des différentes strates de collectivités, puisque chacune possède des compétences et des données à des échelles différentes, et comment on travaille sur cette mise en commun pour avoir une approche systémique et territoriale. Donc, c'est travailler avec d'autres métropoles, c'est travailler avec la région, c'est structurer des hubs autour de l'inclusion, des filières autour de la réparabilité, du reconditionnement. En fait, je pense qu'on n'y arrivera pas seul. Donc, c'est aussi se mettre structurer des actions collectives à l'échelle des différents territoires et des organisations peut-être par secteur, puisque moi, je parle pour le secteur public. Une question intéressante, comme toutes les autres d'ailleurs, mais qui vient d'ailleurs en quelque sorte. Dave Neza, elle pose la question: mon association est budgétée à 100% par les départements et l'ARS, donc budget restreint, posant problème pour mettre en exergue le coût des matériels, leur usage, les obligations d'utilisation pour l'activité. Le Green It, oui, mais à quel prix? Est-ce que ça implique des efforts budgétaires importants, notamment pour la périphérie publique, les associations ou autres? Alors, je rebondis sur la remarque dont on parlait tout à l'heure sur le niveau européen, parce que j'ai compris en échangeant avec mes pairs que justement les associations, elles avaient aussi cette problématique de reconditionner qui n'était pas forcément éligible à certaines subventions. Donc, on a ce problème-là aussi, je dirais, à l'échelle nationale. Donc, je profite de la présence aussi du sénateur pour faire ce petit focus. Après, à quel prix? C'est vrai que nous, typiquement sur le choix des matériels, on essaie d'aller vers des labels type EPIT, TCO, Blueprint, etc. Donc, de choisir des matériels labellisés. Après, de la même façon, c'est un petit peu l'œuf et la poule, c'est-à-dire que plus on sera exigeant en termes de qualité de matériel sur son impact environnemental, plus je pense qu'on aura aussi peut-être des matériaux qui seront de plus en plus abordables et que le marché va évoluer comme ça. Donc, je ne suis pas certaine qu'en termes de matériel, ça soit une question forcément de budget, parce que ça s'est quand même pas mal structuré sur ces labels-là. Après, il y a des engagements qui peuvent être menés sans un budget, je dirais, effectif, mais c'est quand même du temps, c'est quand même de l'animation, etc. Donc, malgré tout, on sait que ça demande des ressources, quelles qu'elles soient. C'est voilà, un accompagnement en tout cas. J'ai sans doute une des dernières questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un, monsieur le sénateur, qui a particulièrement épluché la loi que vous avez écrite avec d'autres sénateurs, c'est ça, hein, où vous êtes Pourquoi cette loi ne s'appelle pas la loi Chaise alors? En fait, les lois baptisées par leur nom, mais après, par habitude, effectivement, elles prennent le nom de l'auteur. Donc, c'est bien la loi Chaise. C'est bien la loi Chaise. Ah bon, c'est pour ça que je dis que le travail,
le travail collaboratif. Je vous lis la question, monsieur le sénateur. Sur la loi Rennes, 2 manquements. Donc, ça commence mal. Comment les expliquer, s'il vous plaît? 1, l'allongement. Alors, on va peut-être faire 1 et vous répondez depuis 2. 1, l'allongement de garantie d'un appareil de 2 à 5 ans n'a pas été voté. Si celui-ci avait été voté, l'utilisateur aurait dû continuer à recevoir les mises à jour système au moins pendant ce laps de temps. Vous vous souvenez de ça? Enfin, vous voyez ou pas? Oui, sans doute. Je vois très bien, puisqu'effectivement, j'avais introduit ce critère dans le texte initial. En fait, là, je vais faire un peu de pédagogie parlementaire. Voter un texte de loi, c'est un travail collaboratif. Donc, qui fait qu'au départ, il y a un texte initial qui est donc élaboré par un auteur, dont je suis sur ce texte-là. Ensuite, ce texte est travaillé par une commission parlementaire qui porte le sujet au sein du Sénat, puisque cette loi a été déposée au Sénat. Donc, le débat au sein des commissions va faire évoluer les choses, dans un sens, dans un autre. Ensuite, il est voté dans l'hémicycle, devant l'ensemble des parlementaires, qui eux aussi vont apporter leur contribution. Et ensuite, ce texte va à l'Assemblée nationale. Il va subir, là aussi, des torsions, des remises en cause, etc. Et donc, pour faire en sorte que les commissions et l'Assemblée nationale votent ce texte. À la sortie de l'Assemblée nationale, il revient au Sénat, en deuxième lecture. Bon, je le dis, et finalement, pour rebondir sur votre propos, en disant ça commence mal, il y a 2 points qui manquent, je vais dire ça commence bien, parce que s'il n'y en a que 2, très franchement, je suis très heureux. Voilà. Je l'ai dit tout à l'heure, je suis conscient que ce texte n'est pas un texte idéal, même pas pour moi. Mais c'est un texte qui est issu d'une discussion, d'une négociation et d'un consensus. Et c'est ça la démocratie. Voilà, c'est de faire en sorte qu'on réponde au plus grand nombre. Pour quelle raison l'allongement en question de la garantie n'avait pas été voté, quoi. Voilà, mais bon. Pour une raison simple, c'est qu'il y a une majorité qui a pensé que c'était pas bien de le faire. Alors cette majorité, je pense qu'elle n'a pas forcément le bon prisme, mais qu'elle a été très bien conseillée par certains. Mais c'est ça aussi la démocratie, c'est que voilà, chacun a son influence et chacun prend les décisions qui lui paraissent les plus pertinentes. 30 secondes sur le deuxième point, l'exonération ou la réduction de la rémunération pour copie privée pour certains produits reconditionnés. Cette taxe est collectée auprès des fabricants ou importateurs de matériel de stockage et bénéficie aux auteurs. Cette exonération aurait pu pousser les fabricants à mettre plus d'importance sur les appareils reconditionnés. Le gouvernement doit remettre au Parlement d'ici le 31 décembre un rapport sur la rémunération pour copie privée et son impact économique. Des modifications sur ce point pourront être menées ultérieurement. Donc, il faut vraiment quelqu'un qui connaît bien la chose. Sur ce point, monsieur le sénateur, un commentaire? Sur ce point, un commentaire qui est à peu près le même, c'est-à-dire que cet amendement, c'est moi qui l'avais introduit effectivement en première lecture, et je trouvais que c'était une bonne mesure que d'exonérer de la redevance copie privée les matériels reconditionnés pour favoriser la filière. Le gouvernement en a décidé autrement. Donc en deuxième lecture, on avait la possibilité au Sénat de revenir sur ce point-là, avec le risque, c'est que tout s'arrête et que le texte ne soit jamais réinscrit à l'Assemblée nationale et donc qu'on perde sur l'ensemble du texte. On a fait le choix au Sénat, et j'ai fait le choix, en influençant mes collègues dans ce sens-là, d'accepter ce point qui ne nous plaît pas et sur lequel, effectivement, il faut en revenir. C'est pourquoi on a introduit un article complémentaire qui imposait un rapport d'un travail qui est mené aujourd'hui par l'Inspection générale des finances, qui est en cours, que j'ai été auditionné sur le sujet, et qui devrait permettre, je l'espère en tout cas, de corriger ce point et d'aboutir à la solution qu'on avait présentée initialement, avec des compensations certainement, puisqu'il y a effectivement des effets de bord sur cette notion. Très bien, on arrive au terme de cette webconférence. Patrick Chaise, vous avez vraiment 15 secondes, après on vous coupe le micro pour dire au revoir. Et on va faire la même chose pour les écoutez, je vous remercie donc évidemment de cette invitation.
votre auditoire et je vous remercie de m'avoir permis d'assurer un peu de parité dans cette table ronde. Absolument, c'est formidable. Une parité heureuse. Céline Colucci, de votre côté, 15 secondes. Merci beaucoup pour la participation de chacun à cette conférence. Je pense qu'on l'a vu, c'est le début d'un processus et on est tous actifs et motivés pour que ça progresse encore. Merci. Sophie Provost. Merci à nouveau à tous et effectivement c'est pas un point d'arrivée, c'est un point de départ en fait cette loi, donc toute action compte et allons-y. Alexandra Bastien. Eh ben, écoutez, merci à tous pour la qualité de ces échanges et puis effectivement tout reste à faire, donc ce n'est que le début. La parole conclusive est à Pénélope Guy. Merci à tous et je trouve que c'est intéressant aussi d'avoir des retours d'expérience de ce qui se fait aujourd'hui et de ce qui reste encore à faire demain. Merci beaucoup à tout le monde donc et merci pour toutes les questions et le suivi tout au long de cette conférence par les internautes et à très bientôt. Merci. Au revoir.